Bonjour à toutes et à tous, bonjour à vous Valérie Bugeaud. Nous allons parler du sujet d'actualité qui est la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. Enfin, c'est une sortie qui n'est pas encore faite, qui n'est pas encore accomplie. Il y a différentes écoles sur la suite des événements. Qu'en pensez-vous ? Bonjour Monsieur Arnochet, effectivement cette sortie est annoncée en tout cas, mais j'ai envie de dire qu'il y a beaucoup de confusion. Il me semble qu'il y a beaucoup de confusion autour de cette histoire de sortie de l'Angleterre de l'Union européenne et qui est alimentée évidemment par un brouhaha médiatico-politique ou politico-médiatique, plutôt politico-médiatique, qui fait qu'on perd un peu de vue, me semble-t-il, l'essentiel. L'essentiel, c'est que d'un point de vue géostratégique, l'Angleterre n'est rien et la City est tout. Et la City a décidé, la Cité de Londres, bien sûr, qui est tout à fait autonome et indépendante, qui a toujours un État dans l'État. Oui, qui a servi de pilotage, de poste de pilotage à l'Empire britannique et à tout ce qui s'est passé ensuite. La City, comme chacun sait, a décidé de se rapprocher de la Chine et des institutions chinoises. Ça s'est passé les derniers mois, les dernières années. Donc cette décision de la City est à mettre en parallèle avec ce que la City a fait à la fin du 19e siècle et déjà au début du 20e siècle avec les États-Unis d'Amérique. Comment les grandes multinationales américaines ont été constituées par la grâce de banques européennes comme la Kuehne & Loeb, la Rothschild, des gens comme ça. Donc c'est un peu une sorte de déportation aux États-Unis de la finance européenne. Concrètement, on assiste, je pense, à quelque chose d'un peu similaire du côté, non plus à l'ouest, mais à l'est, avec un rapprochement des financiers occidentaux, puisqu'ils ont agrégé quelques potentats locaux américains entre-temps, vers ce qui sera une finance mondiale en élargissant à l'Est. Si je vous comprends bien, le Brexit sert à la Cité de Londres, à s'émanciper encore davantage, à s'arracher aux navires du Royaume-Uni et à voguer librement vers les mers orientales. Je ne crois pas qu'on puisse présenter les choses comme ça. La City de Londres a toujours été autonome, absolument autonome, jamais gênée en quoi que ce soit par le pays réel d'Angleterre. Je crois que la City a toujours fait ce qu'elle voulait. Simplement, ce qui est en train de se passer, c'est un élargissement des modalités financières vers la Chine. Et alors, les conséquences, Valérie ? Les conséquences, c'est que, en réalité, ce qui se passe pour l'Angleterre n'a pas vraiment d'importance, puisque on a affaire à des financiers. Point de vue hétérodoxe. Absolument, on a affaire, à mon avis, à des financiers, la haute finance internationale, qui suit une stratégie, qui a des objectifs géopolitiques de moyen et long terme tout à fait clairs et définis. Et autonomes. Et qui adapte ses tactiques en fonction de la voie de moindre résistance politique, sociale, économique. Il y a le devant de la scène avec beaucoup d'agitation, mais les véritables enjeux sont ailleurs et les véritables acteurs aussi. Absolument. D'ailleurs, des partis comme l'UKIP, Nigel Farage, ne cachent pas en tout cas, on a déjà entendu parler des liens qu'il entretient avec la City. Donc rien de tout ça n'arrive par hasard. Ça a été... Ça suit un schéma d'ensemble absolument logique si on se met du point de vue de la haute finance. Et effectivement, ça suit un schéma qui paraît erratique si l'on se place du point de vue formel des pays, mais sachant que les États et les pays sont totalement actuellement, en tout cas en Occident, dominés par la finance, la haute finance. Personne n'en parle, évidemment, et c'est pour ça que ça fonctionne encore, c'est que la haute finance a pris le contrôle des États. Alors, pour résumer la situation, on sait que le Royaume-Uni n'a jamais été véritablement dans l'Europe, il n'était pas dans Schengen, dans l'espace Schengen, il n'était pas dans la zone euro non plus, qu'au fond, la construction européenne est une idée
qui est aussi celle de Winston Churchill, qui, je crois, c'est en 51, il y a un fameux discours de Zurich où il parle d'une construction européenne à laquelle n'appartiendrait pas le Royaume-Uni. Nous sommes revenus d'une certaine façon à la case départ, n'est-ce pas? La construction européenne est beaucoup plus ancienne. Elle a été. Non, mais nous sommes d'accord. Ça a été d'abord germanique, ensuite un projet américain, et actuellement la haute finance se détache des États-Unis puisqu'ils ont décidé la mort de. Concrètement, la mort du dollar a été organisée, décidée. Donc c'est ça qu'il faut dire, c'est que la haute finance se détache des États-Unis, devient une haute finance véritablement offshore. Le radeau se déplace sur la nouvelle Méditerranée, qui est le bassin Indo-Pacifique. La City va devenir la place offshore, effectivement, des potentats maintenant chinois. Et ça, c'était il fallait le Brexit justement pour que ça puisse véritablement s'accomplir. Absolument. Bien qu'on sait, il est vrai, et ça a été peu dit, qu'un certain nombre d'acteurs, d'opérateurs de la Cité étaient favorables à ce Brexit, d'autres ne l'étaient pas. La banque protestante l'était apparemment un peu moins, mais globalement, il y a... Ça, c'est le brouhaha médiatique, politique et médiatique qui cache l'essentiel, qui est que, en réalité, cette finance s'internationalise. Elle est déjà totalement internationale, mais a pour objectif de créer des institutions financières solides internationales. Et de ce point de vue-là, on a un peu l'impression que l'Union européenne a servi un peu de laboratoire, un peu à moyenne échelle, pour ce qu'ils ont envie de développer à grande échelle. Quand on pense, par exemple, vous savez que les DTS, les droits de tirage spéciaux, qui ont été créés par le FMI en 1969, le renminbi, la monnaie chinoise, va les intégrer, si je me souviens bien, au 1er octobre 2016. Donc ça, c'est une révolution majeure par rapport à la domination financière américaine. Donc c'est quelque chose d'essentiel qu'il faut comprendre. Et quand on regarde un peu ces droits de tirage spéciaux, on a quand même l'impression, je ne peux pas m'empêcher de penser à l'ancien serpent monétaire européen. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Tout le monde se souvient de ça. D'ailleurs, le serpent monétaire, ça porte un nom quand même assez particulier. Et il faut reconnaître que on a un peu l'impression que les choses vont se rejouer, mais à beaucoup plus grande échelle, à l'échelle à ce moment-là mondiale. Et que finalement, cette monnaie internationale qu'ils vont finir par nous créer va ressembler en quelque sorte à cet euro tout à fait maléfique. Cet euro maléfique. Oui, véritablement maléfique. Si on regarde les images à la télévision, il y a des images malgré tout qui ne mentent pas. Monsieur Soros est un excellent acteur, mais Monsieur Soros avait l'air particulièrement dépité, et un certain nombre d'acteurs, ou alors ce sont des comédiens hors pair. Alors Bernard-Henri Lévy, Monsieur Munk, Monsieur le jeune Koenig, qui dans l'avion le ramenant, vous savez, ce jeune cadre dynamique de la mondialisation, au-dessus de l'Atlantique, tout à coup a explosé de colère en apprenant le Brexit. Donc tout ça paraît contradictoire. Pourquoi voulez-vous, mais c'est fait pour, pourquoi voulez-vous que ces gens-là... Je ne crois pas, n'étant pas totalement complotiste, Pourquoi voulez-vous que ces gens-là explicitent leur programme? Il n'en a jamais été question. Quand ils ont créé la BRI, personne n'en a jamais rien su. La BRI la Banque des règlements internationaux qui est à Francfort. Qui est à Bâle. À Bâle, pardon. À Bâle en Suisse. Et à Francfort, la BRI, c'est la Banque Centrale Européenne. Bon, donc Bâle. La BRI est le centre névralgique, la commande névralgique de tout le système financier occidental, j'ai envie de dire, parce que c'est pas uniquement européen ni américain. Occidentaliste. Occidentaliste, absolument. Ces gens-là ont divers postes de commandement, qui sont le FMI, la Banque mondiale, mais la BRI, à mon sens, est là pour piloter les grandes décisions. Et c'est toutes ces histoires de finances, de DTS, tout ça, n'ont jamais été prises par aucun politique. Ce sont toujours des banquiers qui sont à la manœuvre. Lorsque les banquiers sont à la manœuvre, ils gardent le contrôle des économies. Voilà. Il faut bien comprendre que les banquiers conservent le contrôle de l'économie par le moyen des monnaies.
Donc, d'ailleurs, Rothschild l'avait dit il y a déjà très longtemps. Donnez-moi le contrôle des monnaies et je me charge de qui fait les lois. C'est pas nouveau du tout. Pourquoi je veux bien que les instances, le Soviet européen de Bruxelles, poursuivent ses propres objectifs et son propre agenda, comme on dit. Mais pourquoi avoir fait une telle campagne à ce moment-là contre la sortie du Royaume-Uni? Parce qu'elle a été d'une violence extrême. On a annoncé l'écroulement des bourses qui ont effectivement décroché 8% à Tokyo le lendemain. Il y a des résistances. Certains partis ne veulent pas abandonner le dollar et la partie américaine comme ça. Voilà, il est clair qu'il y a quand même des résistances, même peut-être à l'intérieur du cercle oligarchique. Il y a des initiés, des super initiés. Absolument. Il faut considérer des lampistes. C'est exactement mon point de vue. Il y a une toute petite partie de l'oligarchie financière qui tient les commandes et qui suit son plan, et les autres sont utilisés comme des pions. Alors certains sont pro-américains, d'autres sont pro-chinois, d'autres sont pro encore autre chose. C'est ce que M. Attali appelle l'hyperclasse, mais c'est l'hyperclasse de l'hyperclasse. Mais ce sont ces gens-là sont manœuvrés. Ils sont manœuvrés par une planification financière supérieure qui a généré la BRI. La BRI, c'est une institution dont on ne parle pas suffisamment, qui a une importance capitale dans l'organisation de toutes les économies occidentales. On devrait mettre et occidentalistes, des images puisque le à la BRI, Japon... parce que je crois que c'est un énorme bunker noir. C'est-à-dire, la BRI, c'est un État dans l'État. La BRI, c'est la première fois qu'on a organisé une banque avec tous les pouvoirs d'un État. Voilà, c'est un État dans l'État, c'est quelque chose d'absolument incroyable. Incroyable, les gens ne le savent pas. Mais la BRI a tous les droits. Et personne n'a le droit de venir perquisitionner à la BRI. C'est absolument incroyable. La BRI, c'est le pouvoir global. Voilà. Bon, alors maintenant, on va passer à un second volet. Alors, je présente en attendant Mensonges, Gros Mensonges et les médias de de la revue Europe et Orient. C'est une revue semestrielle. Je ne vais pas détailler les auteurs, moi-même j'en suis un, tous les auteurs, mais je ne saurais trop recommander. C'est à la fois une revue rigoureuse et dissidente, mais sans complotisme excessif et sans polémique également outrancière. Et puis je voulais signaler ce livre écrit en 2008, que j'ai publié aux éditions de l'Infini, Europe chronique d'une mort annoncée, où je parle de la collusion, de la querelle qui existe d'ailleurs entre un hypercapitalisme monopolistique d'État et la finance décentralisée, la gouvernance mondiale de point de vue j'allais dire presque participatif pour les peuples, ce vers quoi nous nous acheminons. Donc, Europe chronique d'une mort annoncée aux éditions de l'Infini, et puis un livre plus ancien, écrit en 2005-2006, dont j'ai été l'éditeur, Manifeste pour une Europe des peuples. Alors il y avait même le regretté Allais, notre prix Nobel d'économie, Maurice, hein, c'est ça? Merci. Maurice Allais, le général gallois et bien d'autres, plus ou moins bien fréquentables, plus ou moins bien pensants, et même certains tout à fait bien pensants, puisque nous avions le député Jacques Miard à l'époque. Aujourd'hui, je ne le solliciterai peut-être plus de la même façon. Mais alors que l'on parle de reconstruction européenne, de refondation de l'Europe, nous apportions à cette époque des éléments tout à fait concrets et techniques. Donc le livre est toujours disponible, vous le trouverez sur Amazon, de même que Chronique d'une mort annoncée. Voilà, alors Valérie, au-delà de ce décor, de ces perspectives qui sont aussi des perspectives, on le sait, architectoniques, on peut les qualifier ainsi. Dans les médias, que peut-on dire du Brexit, de ses conséquences, par exemple, sur l'effet domino? Bien, écoutez, l'effet domino, on verra, parce que c'est pas gagné vis-à-vis des élites actuellement au pouvoir. À mon avis, ça va peut-être pas se faire dans l'immédiat. En tout cas, ce qui est certain, c'est que l'effet immédiat du Brexit a été une rencontre au sommet entre l'État français et l'État allemand pour renforcer et centraliser davantage la nouvelle Union européenne qu'ils sont en train
à laquelle ils sont en train de songer. Plus l'union a échoué, donc on fait plus d'union. Absolument, avec ceux qui restent. Plus de fédéralisme. C'est ça, c'est exactement ça. Donc et ça, c'est la voie. Resserrer les rangs. Absolument. Et donc ça signifie davantage d'abandon de souveraineté, de renoncement, de soumission. Je vous rappelle que la France a quand même a encore jusqu'à présent des droits et des pouvoirs importants issus de la Seconde Guerre mondiale. Le siège au Conseil de sécurité de l'ONU. Qu'on devra peut-être abandonner ou partager avec l'Allemagne. Tout à fait, c'est ce que veulent les élites. Les élites. On a également la souveraineté nucléaire, enfin l'indépendance, l'autonomie nucléaire, ce qui risque de disparaître également. Oui, il y a des courants très forts en France pour l'abandon de l'arme nucléaire qui coûte très cher. On a encore pas mal on a encore quelques belles cartes à perdre. Et je pense que le Brexit sera le moyen de la perte définitive de ces cartes. Ça sera l'occasion et le prétexte. Absolument. Alors, rappelons notre siège permanent au Conseil de sécurité, la dissuasion nucléaire, qui est unique, parce qu'il faut rappeler que le Royaume-Uni détient des armes nucléaires, des vecteurs nucléaires, mais qui sont fournis par les États-Unis. Nous sommes, en Europe, la seule véritable puissance nucléaire. Absolument. Garante de notre indépendance, le nucléaire n'étant pas une arme offensive destinée à être utilisée, mais une arme psychologique, un moyen dans le bargaining power, c'est un outil de négociation. Voilà. Et je vous rappelle que c'est assez cohérent. Nous risquons de perdre tout ça, et c'est assez cohérent avec le renforcement, la réintroduction de la France dans le commandement intégré de l'OTAN. Pour l'instant, l'OTAN est une arme américaine qui dit qu'elle ne sera pas un jour une arme directement de la finance multinationale. Le gendarme. De toute façon, les Américains veulent se défausser sur nous. Le partage du fardeau, le sharing of the burden, le partage du fardeau, et nous voyons déjà que nous sommes délégués, nous sommes mandatés pour un certain nombre de conflits. C'est nous qui sommes intervenus en Libye, pas seulement à côté de M. BHL, mais à la demande de M. Obama, qui se retranche derrière son prix Nobel de la paix. Qui arrangeait bien aussi M. Sarkozy, il faut quand même l'avouer, il faut quand même reconnaître. Rendre à César ce qui est à César. Chaque petit Petit César. Bien sûr. Oui, bien entendu, c'est une expression. Ce ne sont pas des Césars, mais des homoncules. Homonculus, c'est des nains politiques, et pas des géants. Chacun veut sa guerre, puisque à l'occasion d'une guerre, il se hausse. On ne conteste plus la légitimité qui remonte. Mais là, M. Hollande, je fais une incidente, M. Hollande, où est-il? Il est dans les choux, il est en dessous de zéro, il est comme les taux d'intérêt de la Fed, il est à un taux négatif. Monsieur Hollande ne compte absolument pas. Comme aucun des dirigeants des pays occidentaux ne compte. Ce sont tous des pions au service des financiers. Je veux dire, ça quand même, ça devrait quand même maintenant être assez clair pour tout le monde. Oui, je pense que c'est clair. Mais vous changez les noms et rien ne change. Ça n'explique pas tout à fait que cet homme qui marche sur l'eau, ou qui marche dans le vide, comme les dessins animés de mon enfance, ne soit pas rendu compte qu'il n'y avait rien sous ses pieds, il ne soit pas effondré. Mais parce que je pense que c'est le cas depuis... du vide du pouvoir. Hein. Oui, mais c'est le cas depuis, à mon avis, fort longtemps, et ça a été plus ou moins caché. Il y a des moments où ils se sont plus ou moins accordés avec leur population, et je pense qu'ils sont vraiment, ces gens-là, en hors-sol. Ils évoluent en hors-sol, ils reçoivent des conditionnements financiers, si je puis dire, enfin des règles à suivre qui viennent de la haute finance. Et des oligarchies, je pense que ces gens-là n'ont aucun rapport avec les populations. Ils n'en ont jamais eu. Ils ne risquent pas, apparemment, ils en sont certains. La peine de mort a disparu, mais même la peine de mort pour les tyrans faillis n'existe plus non plus. Mais oui, mais également la haute trahison. Sarkozy s'est chargé de la haute trahison. Il n'y a plus de haute trahison non plus pour les. Mais y a-t-il encore un peuple français? Exactement, c'est une question. Je pense qu'il reste malgré tout une certaine cohésion qui est en voie de disparition, et justement qui est attaquée depuis déjà de nombreuses années avec les vagues successives de migration qui, comme vous n'êtes pas sans le savoir, vont en s'accentuant et deviennent de plus en plus critiques, dans la mesure où maintenant elles véhiculent des hordes de terroristes. Vous ne vous souvenez pas qu'il y a eu, il y a peut-être 20 ans ou plus, 25 ans, un Premier ministre japonais qui s'appelait Nakasone,
et qui disait que le succès économique du Japon à l'époque, qui était réel, c'était la deuxième économie mondiale, je crois, était dû à son homogénéité ethnique. Le Japon est un pays d'immigration zéro. Et même lorsqu'il y avait des immigrés sud-coréens, on faisait des enquêtes sur eux, on évitait qu'ils épousassent des citoyennes nippones, et on était extrêmement vigilant sur cette question de conserver cette homogénéité ethnique. Enfin, ceci étant, il y a quand même eu des Japonais qui se sont mariés avec des Coréens au tout début du XXe siècle, et c'était avant les guerres mondiales que nous avons connues. Mais c'est resté à la marge, et cette homogénéité n'a pas été en fait apparemment entamée. Il suffit d'aller au Japon, on se rend compte que personne ne parle l'anglais, sauf dans les banques, mais même les étudiants, personne ne parle. Ils jouent au baseball, au golf, mais ils ne parlent pas anglais. N'ayant jamais été au Japon, je ne pourrais pas ni vous contrarier, ni vous... C'est ainsi que le Japon préserve ses secrets industriels, ses brevets qui sont écrits en japonais. L'économie du Japon n'est pas non plus extraordinairement florissante par les temps qui courent. Oui, mais le Japon n'est pas... On va quitter le Japon maintenant, mais nous parlions de l'Orient tout à l'heure. Le Japon est endetté sur son marché intérieur, pas sur... effectivement, voilà, mais après, tout est une question de proportion. Oui, effectivement. Mais enfin, oui, mais l'économie japonaise est moribonde, comme toutes les économies occidentalistes, on va dire. Les économies occidentalistes. Alors, sur l'effet domino, on a parlé du Danemark, on parle même de l'Italie. En France, il y a des poussées aussi, réelles et certaines. On a parlé de la Suède, je crois, Slovaquie. Je parlais d'Italie, Slovaquie, j'en oublie et des meilleurs certainement. Donc il y a des forces centrifuges aujourd'hui de dislocation qui sont très puissantes. Allons-nous vers la fin de cette Europe que j'annonçais en 2008 ? Eh bien, au moment de la crise. Bon, le livre est sorti en 2009. J'ai envie de vous répondre avec la méthode de l'escalier, c'est-à-dire que je pense que les peuples d'Europe n'ont aucune envie de rester dans l'Union européenne, mais que les dirigeants sont des stipendiés de l'oligarchie occidentale, et que actuellement dans les différents pays occidentaux, les oligarchies ne sont pas prêtes à abandonner et à rendre aux populations une quelconque souveraineté. Donc je pense qu'effectivement, il y a un rapport de force qui s'instaure entre les populations et leurs dirigeants. J'ai envie de dire leur direction, parce que c'est un peu ça. Globalement, êtes-vous d'accord pour dire que autrefois on avait des bourgeoisies, qu'il y a des bourgeoisies capitalistes mais patrimoniales, un capitalisme. Tout à fait. Aujourd'hui, on a en fait une hyperclasse, mais qui est en grande partie, comme vous l'avez dit, hors sol, financière, mais également bureaucratique et administrative. Ah ben ça c'est oui, parce que pour faire les besognes, il faut toujours qu'il y ait une intendance. Effectivement, la bureaucratie est une conséquence donc les nouvelles bourgeoisies, inéluctable. Entre guillemets, les nouvelles classes dirigeantes sont des bureaucrates qui sont, au fond, on est arrivé au stade ultime de l'Union soviétique, si elle avait pu vivre et se développer normalement, puisque ce sont des classes qui sont en rupture et en coupure. Ce pays légal est en coupure avec l'Europe réelle. Absolument, mais ça c'est clair et net. Je pense que ça devient de plus en plus évident à tout le monde, mais je pense que cette bureaucratie... personne n'en tire les conséquences, cette bureaucratie, à part la CGT peut-être. Cette bureaucratie... La CGT. C'est pour vous faire rebondir. Non, mais FO est une construction du grand patronat. J'ai dit la CGT, mais FO c'était la CIA. Au départ, voilà, c'était la CIA, pas le grand patronat. Tous les syndicats sont... C'est connu. Voilà, bon. Ne parlons pas de ce débat-là, mais j'ai envie de dire que tous les bureaucrates dont tout le monde se plaint à juste titre sont des gens qui sont stipendiés de l'oligarchie financière. Donc, des prébendaires. Mais oui, on ne se débarrassera pas d'eux tant qu'on n'aura pas mis un terme aux agissements de leur maître. Valérie, comment mettre mettre fin aux agissements de la maison à l'écu rouge, par exemple la maison Rothschild, qui est derrière Monsieur Soros, parce
parce que tout le monde parle de Soros, et des Peter fondations Sutherland de la même tentaculaires. façon, comme derrière Peter Sutherland, comme derrière tous les grands mondialistes, globalistes. Enfin, il n'y a pas que, il y en a mais d'autres, ce sont mais- des gens bien organisés, dirons-nous. Alors, comment mettre Exactement. fin à leur règne et à leur tyrannie? C'est pas une question facile parce que si c'était facile, ça se saurait. Moi, personnellement, je pense qu'il faut que les gens soient de plus en plus avertis, donc informés de la réalité des pouvoirs en place. Et ensuite, ces gens-là s'organiseront plus ou moins et la cohésion du groupe se fera de façon plus ou Bon, moins alors, naturelle. si Tant l'Europe... que les gens ne sont pas Si l'Europe conscients éclate, des rapports Valérie, de si force. l'Europe éclatait, cela donnerait-il plus de chances à une reconfiguration Mais, à rebattre les quand cartes? vous dites l'Europe éclate, est-ce que vous parlez des institutions européennes Non, telles mais que- si... Parce que l'Europe, c'est un continent, alors l'Europe ne va pas éclater à moins d'une bombe atomique. ne confondons pas deux choses. L'Europe réelle, l'Europe tout Voilà. court, et l'Union européenne qui est une construction artificielle Voilà. et qui est d'ailleurs un abus de langage. L'Union européenne n'a rien à voir avec l'Europe. On est d'accord. Que les choses soient claires. Absolument. Mais si on a 4, 5 ou 6 pays qui quittent l'Union européenne, on va avoir un rebattage des cartes. Oui, alors ça dépend, j'ai envie de vous répondre, ça dépend des conditions dans lesquelles ils quitteront l'Union européenne, parce que vous voyez bien que actuellement, ce qui est en train de se discuter, c'est une nouvelle Union européenne, des nouveaux traités, Sarkozy, Juppé, tout ça serait tout à fait favorable à des nouveaux traités encore plus fédéralistes, etc. On a dit d'ailleurs, Valérie, qu'il y avait eu déjà des esquisses de projets rédigés de super constitution européenne. La Constitution européenne, on l'a déjà les rejetée choses une fois. ont été étudiées de ministre à ministre. Mais oui, enfin entre Mais en dehors les des Français médias, et les évidemment. Allemands. Oui, non, mais je veux dire, il ne faut pas se laisser abuser par la forme et par les mots. Il faut regarder ce qu'il y a derrière. Que certains pays quittent l'Union européenne, ça serait apparemment une excellente chose. Maintenant, pour faire quoi avec ? Si c'est pour reconstruire une nouvelle Union européenne encore beaucoup plus centralisatrice et fédéraliste dans un temps, centralisatrice dans un second temps, personnellement, je vois pas l'intérêt. Alors, peut-on se diriger vers une Europe confédérale, c'est-à-dire ce qu'on appelle une Europe des patries, une Europe des nations, qui coopéreraient ensemble, comme c'était le cas d'ailleurs, auparavant. Oui, je voudrais juste rappeler quand même la chose suivante qui est quand même très importante, c'est que la Confédération, faut arrêter avec ça. La Confédération, comme dirait M. Asselineau, c'est la fédération pour les cons. Toutes les confédérations fonctionnent. Oui, mais les États-Unis ont été une confédération, la République helvétique a été une confédération, mais ils ont évolué très lentement, ou en tout cas en ce qui concerne les Suisses, très lentement vers la fédération. Oui, enfin, toutes les confédérations du monde fonctionnent actuellement comme des fédérations. Donc le destin de la confédération, c'est la fédération, et le destin de la fédération, c'est l'État unitaire. Bon. Et c'est parfaitement ce qui s'est passé aux États-Unis d'Amérique. Alors, êtes-vous pour la double monnaie, revenir comme du temps du lancement de l'euro dans les années 2000, un peu avant 2000, le franc d'un côté, qui permet des politiques d'ajustement monétaire en fonction de nos besoins, et de l'autre côté, une monnaie européenne et internationale qui serait l'euro. Le retour à une monnaie nationale me paraît absolument indispensable dans l'état actuel des économies locales. Mais peut-on dire une économie, une monnaie, ne devrait plus dépendre exclusivement des financiers. Parce que sinon, nous retomberons, quel que soit le chemin que l'on prendra, nous retomberons toujours dans les mêmes travers. La monnaie doit retourner... La Banque de France est-elle véritablement de France, ou est-ce comme la Fed, un consortium de banquiers totalement indépendants? La Banque de France a toujours été gérée par des banquiers, des gens privés, qu'elles soient de statut privé ou national. C'est toujours l'oligarchie française qui a eu la main sur la Banque de France. Et ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé. Au droit régalien de battre monnaie et de gérer nos... Donc abolir le fameux décret ou la fameuse loi Pompidou-Rothschild, dite Pompidou-Rothschild de 73, qui nous impose d'emprunter sur des marchés extérieurs. Tout cela ne va, à mon avis, qu'avec une seule solution, c'est le retour d'une souveraineté populaire.
tout ce que vous ferez en finance sans souveraineté populaire retombera toujours, tous les chemins mènent à Rome, on arrivera toujours à plus ou moins long terme dans les mêmes problématiques que dans lesquelles nous sommes aujourd'hui. Souveraineté populaire et quelle est la forme de la souveraineté populaire? La monnaie ne doit pas être aux mains des banquiers, des banquiers la souveraineté transnationaux. C'est uniquement. Vous n'aurez de souveraineté monétaire. Vous voulez dire par là que ça doit être public et du ressort public. Absolument. C'est la condition sine qua non pour sortir de tout ça. Sinon, on pourra mettre n'importe quel mot, n'importe quelle forme derrière. Mais n'est-ce pas contradictoire avec le fait que nos gouvernants, notre classe dirigeante, soient inféodés déjà à l'idéologie mondialiste et financés directement aussi, puisqu'il y a on sait que les groupes de pression grouillent à Bruxelles et que nos élus, nos parlementaires ne sont pas indifférents au chant des sirènes. Bien surtout entendu. Quand elles sont ce chant et sonnant et trébuchant. Oui. Il faut quand même bien se rendre compte que la décision de nous faire entrer dans l'Union européenne et de faire perdre à la France sa souveraineté a été prise par les oligarchies, par l'oligarchie française. Tant qu'on ne se sera pas affranchi, tant que les populations ne se seront pas affranchies de leurs oligarchies, je ne vois pas d'issue, quelle que soit la forme. Écoutez, moi je ne suis pas. J'ai pas réponse à tout. Au Karcher, au lance-flamme, au bistouri. Je décrypte les réalités sous-jacentes, mais je n'ai pas de réponse à tout. Je pense que chacun doit prendre ses responsabilités. À partir du moment où les gens sont informés, chacun se doit d'agir au niveau. Oui, mais il y a l'euro. Je parle pas de la monnaie. Il y a le foot. Vous savez très bien que. Tout va ensemble. Vous savez bien que c'est des pains et des jeux. C'est pour ça que les footballeurs sont si bien payés, c'est parce qu'ils occupent... Quand les choses vont mal, il y a un gros attentat qui resserre les rangs, on fait des marches blanches, on allume des petites lumières. C'est pour ça que je dis que aucune solution ne peut venir autrement que par une arrivée d'une souveraineté, des souverainetés populaires. Il faudrait de nouvelles élites, mais ces élites sont sous le boisseau. Elles existent sans doute, on peut espérer qu'elles existent. Vous en êtes peut-être un exemple, votre serviteur également, mais nous n'avons pas accès aux grands médias, nul ne nous connaît, à part des cercles très restreints, très étroits. À votre avis, pourquoi ? C'est justement parce qu'on mettrait probablement en danger toutes ces constructions hors sol. Nous sommes enfermés dans un cercle vicieux. Non, parce que je pense qu'au fur et à mesure des contraintes qui se resserrent... Le momentum historique, les circonstances, l'éclatement de l'Europe. Vous savez, il y a quand même nos bureaucrates de Bruxelles sont très 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 mécontents, M. Juncker entre autres, et beaucoup, M. Hollande, dès le lendemain matin, quand on a annoncé le 24, quand on a annoncé le Brexit, voulait se venger. Il voulait punir le peuple, ou les peuples, puisqu'il y a les Irlandais, les Gallois, les Écossais du Royaume-Uni. Il fallait les punir et il fallait leur faire payer un prix très fort, le prix le plus haut, de façon à éviter le mauvais exemple, la contagion et l'effet domino. Alors, vous voyez bien la perversité du phénomène. Madame Merkel, elle, au contraire, était pour jouer le chronomètre, mais là c'est plus un chronomètre, c'était l'horloge. On verra dans 2 ans, et puis en tirant un peu les choses, on peut faire ça durer 8, 7, 8, 10 ans. 10 ans en disant, vous savez, la fameuse technique, le vote s'est exprimé, le peuple s'est exprimé, vous parlez d'expression de la souveraineté populaire à travers ce référendum, que monsieur Cameron a eu l'imprudence, puisque le référendum, on peut peut-être en dire un mot. Et l'ennemi de nos eurocrates, ils sont largement prononcés là-dessus. J'ai quand même envie excusez-moi de vous interrompre, pour dire que ça me semble encore de la... je dirais que si on va au-delà des apparences, ce référendum, une fois de plus, la population a été utilisée pour aller dans le sens vous pensez, mais vous êtes vraiment conspirationniste. Écoutez, moi je constate que mais c'est pas grave, la finance a décidé de quitter... Madame Bugot, ça soigne le conspirationnisme, même ça se guérit. Il y a des cours du soir et il y a des groupes de parole anti-conspirationnistes. La City a décidé d'abandonner le dollar pour se rapprocher de la Chine et quelques mois après, nous assistons à un Brexit. Vous trouvez que c'est un heureux hasard ? Il n'y a pas de hasard dans les constructions humaines et en particulier dans les constructions sociales et les constructions financières. Je
veux dire que tout ça n'est pas le fruit du hasard. Une partie de la finance a décidé de s'affranchir. Une partie de la finance. Celle qui commande, celle qui est tout en haut, a décidé de laisser tomber, de sacrifier le dollar américain et le peuple américain. Il faut quand même se rendre compte de ça pour se rapprocher. On en est à combien 28 000 milliards de dettes. Oui, mais enfin pourquoi toutes ces dettes sont arrivées? Ça a été parce qu'on a dérégulé la finance. C'est la première puissance militaire mondiale, mais en même temps, l'arbre est vermoulu. Mais bien entendu, mais ça tout le monde le sait. Je veux dire que... Non, derrière cette histoire de Brexit, il y a des intérêts financiers. Maintenant, que ces intérêts... Voilà, que les PUPS aient été utilisés pour aller dans le sens d'un intérêt financier, je ne vois pas qui est-ce que ça peut surprendre dans la mesure où ça fait peut-être pas des millénaires, mais des centaines d'années que ça fonctionne comme ça. En tout cas, depuis la Révolution française, on a toujours connu ça. Donc, je veux dire, il n'y a pas à s'étonner de... On va essayer de rapprocher les deux extrémités du serpent qui n'a pas encore totalement mordu la queue. Les oligarchies, en construisant l'Europe, voulaient morceler. Elles se sont appuyées sur... Morceler les nations. On aurait bien fait une Belgique en deux morceaux, une France avec la Bretagne d'à côté, le Languedoc. Mais ce projet n'est pas abandonné. Laissez-moi terminer. J'allais dire qu'au fond, nous y sommes presque en ce qui concerne le Royaume-Uni, puisque si l'Irlande du Nord, si l'Écosse, on ne parle pas du Pays de Galles encore, se détache, ça veut dire que le Royaume-Uni, c'est terminé. Mais l'éclatement des États est dû à la volonté de la haute finance. Que la haute finance se soit appuyée à un moment sur les États-Unis d'Amérique, qui était l'empire dominant du moment, ne change rien. Alors, et que maintenant ils décident de s'appuyer sur autre chose, ne change rien à la problématique d'ensemble. La stratégie est la même, la tactique évolue. Le fait que l'empire américain soit sacrifié... vous pouvez le répéter. La stratégie reste la même. Les objectifs la sont stratégie toujours les mêmes, géopolitique et géostratégique et est identique. En fonction des circonstances. Absolument, elle prend la voie de la moindre résistance. De la moindre résistance populaire, de la moindre résistance politique et de la moindre résistance sociale. Il faut comprendre ça, et c'est comme ça qu'ils avancent vite. C'est parce que quand ils voient qu'ils sont bloqués d'un côté, ils changent de tactique, et les gens sont déboussolés en disant ils ont changé d'avis, ça y est, on a gagné. C'est pas du tout on n'est pas. Donc c'était pas la peine de trépigner de joie lorsqu'on a annoncé le Brexit. Écoutez, le Brexit, nous en tant que Français, on n'a pas à trépigner de joie parce que la conséquence immédiate, ça a été que Hollande se soit rapproché des Allemands pour essayer de développer une nouvelle Union européenne beaucoup plus intégrée. En tant que Français, on a beaucoup plus d'inquiétude à avoir du Brexit qu'autre chose pour l'instant. Oui, ça va en l'état actuel des choses. Doper le processus d'intégration, de resserrement, sauf si un certain nombre d'autres pays arrivent à s'arracher à l'Europe. On verra. Alors, un mot de conclusion, Valérie. Écoutez, moi je souhaite un réveil général des populations vis-à-vis de leurs maîtres, qui sont la haute finance. Oui, non, mais quand le peuple se réveille, c'est sous forme de révolution, souvent. Les révolutions, nous en avions déjà parlé précédemment. J'ai bien peur qu'elles ne soient bien souvent récupérées par une certaine élite organisée. Tant que les populations ne seront pas organisées, les révolutions ne seront pas pertinentes. Je crois que la nature humaine étant ce qu'elle est, ce sont des élites et des minorités qui dirigent, et non pas la masse du peuple qui finalement est souvent assez étrangère à ces fameuses révolutions, quoi qu'on en dise. Oui, absolument. Mais il faut se rendre compte quand même d'une chose, c'est que jusqu'à présent, les élites financières ont eu besoin d'une armée localisée, donc elles ont utilisé des empires locaux, et qu'aujourd'hui, le développement technologique étant ce qu'il est et se développant de façon efficace, j'ai envie de dire, on risque un jour d'avoir des armées de robots, et à ce moment-là, il n'y aura plus besoin d'empires locaux. Vous comprenez bien ? La haute finance s'appuiera sur une force qui ne sera pas localisée et qui sera définitivement aux ordres. On est en train de développer, pour appuyer votre propos, des missiles hypervéloces, mais on va s'arrêter là, qui sont capables, Boeing en développe, mais les Russes, les Chinois également, qui se déplaceront entre Mach 10 et Mach 20 et qui seront capables de frapper dans la demi-heure qui suit n'importe quel point de la planète. Donc on entre véritablement dans des perspectives géostratégiques globales qui modifient la carte. Qui se passent et même qui n'ont pas besoin d'État. Comprenez bien que les États sont une gêne pour eux. Bien sûr. Donc
Parce que les États, c'est une certaine organisation, malgré tout, qui reste un peu populaire, parce que même si les États sont contrôlés par les oligarchies locales, il y a toujours, ils sont quand même obligés de brasser un peu de populeux. Fait le moins possible de référendum et jamais sur les questions les plus importantes. Ça reste un potentiel danger dans la mesure où les États peuvent potentiellement Parce que malgré tout, même vouloir leur indépendance. Si les peuples ne sont pas si mobilisés que cela, ils n'en sont pas forcément idiots pour autant, même s'ils regardent chaque jour leur match de foot. Absolument. Merci Valérie. Je rappelle pour la refondation de l'Europe, cet ouvrage qui a été écrit et publié en 2006, avec des noms tout à fait prestigieux comme Maurice Allais, le général gallois et tant d'autres. Et puis ce livre prophétique, publié en 2009 sur la fin de l'Europe programmée, mais nul n'est prophète en son pays et il ne faut pas avoir raison trop tôt. Mais dont je recommande la lecture. Et puis la revue Europe et Orient qui vient de sortir et qui parle de la falsification à la fois de l'histoire, de la contemporanéité, des événements et de l'actualité par les médias, nos fameux médias menteurs, mais qui sont aujourd'hui véritablement à la manœuvre. Merci Valérie, merci à vous, merci à toutes et à tous, et à très bientôt.